Rudolf est allumé, bon au lit comme si je n'avais pas simplement passé une semaine entière. Les femmes de chambre pyrament. L'un affrique et envoie l'autre pour appeler un médecin à l'heure. Ensuite, vous l'avez vu, le plus gros drame commence juste parce que le gars a décidé de se réveiller après un coma de 7 jours. Mais, à une surprise générale, Rudolf reste calme, ignore le chaos et dit à la foule de ne pas s'inquiéter parce qu'il sait qu'il ne mourra pas. Apparemment, il est ennuyé par tout le bruit qui a roulé quand il ouvrit les yeux. Bientôt, un médecin arrive pour l'examiner, poser les questions de base comme l'âge et le nom. Le gars répond qu'il est le prince Rudolf Ibaldik, 14. Le médecin lui demande s'il se souvient du passé, et il dit qu'il est le 4e prince de l'empire de Baldik de l'empereur. Ensuite, le gars libère le verbe, dit que la mère ne l'a fait entrer dans la famille impériale de Mahan. Ne s'arrête pas là, il admet dans la canette que les frères et les parents le détestent parce qu'il est le fils de l'amant, et selon lui, c'est pourquoi ils ont essayé de l'empoisonner. Le médecin entend tout et conclut qu'il n'a rien de mal physiquement avec l'enfant et lui recommande de se reposer un peu plus. Dès que la nouvelle, le prince est stable, tout le monde quitte la pièce. Et quand l'endroit est vide, le gars se rend compte que ses employés sont probablement des espions, fidèles non pas à lui, mais à la reine et à la moitié de Simon. À ce stade, il comprend qu'il n'est qu'un gamin ennuyeux pour la famille royale. La scène revient aux femmes de chambre, qui essaient toujours de comprendre ce qui se passe. Ils ont chuchoté qu'il est étrange que Rudolf ne flippait pas, surtout après presque il y a des jours. Et il a encore des espions pour tout comme le côté est dans le palais. Personne ne sait ce qu'il pense. Mais pour ceux qui dans sa situation, l'anxiété devrait être là au plafond. Avec des tueurs partout et sans alliés. À tout moment, une autre attaque peut rouler. C'est-à-dire que le gars est ébréché. De retour dans la pièce, Rudolf semble avoir tout sous contrôle. Il murmure avec confiance qu'il a au moins 10 années de vie de plus à venir. Après tout, il a été envoyé 300 ans pour le passé. Et avec ses connaissances historiques, vous savez exactement ce qui nous attend. Il s'avère que lorsque le prince était presque en train de mourir à cause du poison, les souvenirs de la vie passée sont revenus avec tout. Il se souvient qu'à l'avenir, loin de la même ligne de temps. Il a vécu comme un paysan simple dans une zone rurale. Et quand cette vie sera terminée, la prochaine chose qu'il savait, c'est qu'il était né en royauté. C'est ironique de l'enfer, surtout parce qu'il détestait le prince Rudolf dans la vie passée. Ce gamin pirant avec n'importe quoi, cria avec les serviteurs et les crises de colère pour toute hésitation. Maintenant, réfléchissant, le MC admet qu'il parle de lui-même. Sa version avant le retour des souvenirs n'était qu'un prince égoïste et cruel. Alors qu'il réfléchit à la façon de se racheter de ce passé, un gars à capuche entre dans la fenêtre de nulle part. Et puis, pelle, nous retournons au début, un couteau à souligner dans la poitrine du prince. L'envadé demande pourquoi il ne résiste pas. Mais avant que le couteau ne descend, la porte s'ouvre et les serviteurs entrent avec un archer. Une flèche traverse le bras du tueur, qui se rend compte qu'elle a été découverte et s'enfuit par la fenêtre cassée. Le prince envoie les serviteurs à courir après, mais il refuse, disant que la priorité est sa sécurité. Lorsque le danger disparaît, il a le désordre et quitte la pièce. Pourquoi avez-vous besoin de penser? La scène le montre allongé dans son lit avec un visage satisfait. Il sait qu'il a survécu parce qu'il faisait confiance aux souvenirs de la vie passée. Il laisse échapper un soupir soulagé, mais admet que, même préparé, c'était le moment le plus effrayant de sa vie. Avoir quelqu'un prêt à vous couper la gorge à 14 ans n'est pas exactement la meilleure expérience. Aussi calme, il pense au livre qu'il a lu dans la vie passée. Il semble qu'il soit réel, pas un livre, à détailler des rapports d'événements d'il y a 300 ans, qui sont maintenant son cadeau. Le livre montre chaque résultat important, chaque tentative de meurtre, même un empoisonnement qui l'a presque tué. Il se souvient que ce sont les disques de la vieille guerre, son livre préféré dans Past Life. Là, il dit que le tyran est mort jeune. À 25. Selon le livre, Rudolf devient fou après tant de tentatives d'assassinat. La paranoïa grandit et prise par la colère, le tyran cruel tue tous les frères. Se consolider comme un empereur maléfique. Mais il n'est pas d'humeur à laisser cela se produire. Il est déterminé à survivre et à prouver que le monde a tort. Il croit vraiment que le fait d'avoir les souvenirs de l'avenir signifie qu'il peut changer ce qui se présente. Avec cette conviction, il se lève et va au tiroir, tire une petite poitrine et tient une pièce à l'intérieur. Seul le toucher apporte déjà un souvenir flou d'une fille, quelqu'un d'important dans l'histoire de Rudolf. Et c'est là qu'il promet. Il commencera par identifier vos ennemis, et lorsque vous le ferez, vous les éliminera tous et résoudre les problèmes qui tourmentent le palais. La scène suivante le montre en demandant au chef des femmes de chambre, Madame Tapel,
pour apporter le livre de l'enregistrement du palais des Scorpios, qui est un livre avec tous les dossiers financiers. L'ordre la prend par surprise. Il est clairement confus par le changement soudain et demande pourquoi il s'intéresse à cela de nulle part. Le prince s'excuse d'avoir joué toutes les responsabilités en elle jusqu'à présent. Mais maintenant que ce sera 15 ans, il a décidé de commencer à prendre soin des affaires officielles. La femme de chambre lui dit de se détendre, de lui laisser les tâches et de se reposer. Surtout après avoir été presque assassiné. Mais il insiste sur le fait qu'il va bien et demande à nouveau le livre. Au lieu de servir, la femme commence à parler du tueur et des plans pour obtenir ceux qui ont essayé de tuer le prince, mais il ne veut pas discuter. Pour lui, le cerveau derrière la tentative est l'un des frères. Et, comme toujours, ils blâmeront probablement un pauvre innocent. Il demande le livre pour la 3e fois. Puis, de nulle part, la vieille femme de chambre le serre dans ses bras. Excusez-vous pour le prince de le penser, pour croire que les frères sont condamnés à se suicider. Avec des larmes aux yeux, elle dit tout ce qu'elle a fait pour lui. Il a échangé les couches lorsque la mère n'a pas changé, était de son côté depuis le début. Elle jure que ce qui se passe sera toujours avec lui. Avec une sincérité tremblante, cela le supplie de lui faire confiance. En écoutant ce discours émotionnel, quelque chose d'important est enfin logique. Il se rend compte que c'était la bande tout le temps, cachant ses véritables intentions derrière la fausse fidélité. Selon le livre, ce n'est pas une femme de chambre ordinaire. C'est un monstre venimeux coincé à l'empereur Rudolf comme une ombre, commettant toutes sortes de maux en utilisant son nom. C'est le genre de mauvaise personne juste pour le plaisir d'être mauvais. Le gars monte le puzzle rapide. En demandant le livre des records, il a fixé un piège et ses performances d'une demi-bouche ont remis le jeu. Maintenant, il ne fait aucun doute que la vieille femme est sale, mais il sait qu'il ne peut pas agir sur l'impulsion. Vous ne pouvez pas la renvoyer sans preuve solide. Il met donc un visage doux et merci pour le soutien constant. Il joue un garçon innocent et lui demande de l'aider à comprendre le livre. Si vous avez quelque chose de confus, elle n'est pas très heureuse, mais la décision est déjà prise. Avant de commencer, il demande un repas décent et elle répond. La scène saute vers lui après avoir mangé. Il est en alerte maximale, attendant que l'ancien agisse et essaie de supprimer les preuves de la corruption. Lorsqu'il est prêt à regarder le livre, l'une des femmes de chambre laisse tomber quelque chose. La sangle de pot d'eau s'est cassée et s'est échappée de ses mains. Le gars commande bien que les meubles de la pièce se déshabillent également et que cela devient un sac, mais, à sa surprise, la femme de chambre panique, baisse la tête de panique, clairement peur de sa vie. Puis il se souvient avant que les souvenirs ne reviennent. Il était le genre de trou du cul arrogant qu'il a fait même paraître de petites erreurs aux employés. Il se rend compte que tout le monde a peur de lui. Ensuite, le nom de la femme de chambre est bon, et elle se présente comme Maya. Il demande à lui demander ainsi que la scène. Pendant ce temps, l'ancien Tapel commence à donner des ordres au comptable chauve et au reste de l'équipe, disant que le prince fait généralement une promenade après les repas. Ils doivent donc corriger les enregistrements avant qu'ils ne reviennent. Bien sûr, elle essaie de nettoyer le gâchis avant de voir. Mais, juste au moment où il pense qu'il y a du temps. Rudolf entre dans la pièce, libère un commentaire froid disant qu'ils sont en retard et demande combien de temps ils le feront attendre. La femme de chambre essaie de se déguiser, disant qu'elle voulait juste s'assurer que les dossiers étaient parfaits pour son examen. Le gars prend le livre et jette un bon coup d'œil. En surface, il semble qu'ils aient même caché les défauts décemment. Tout semble équilibré. Il ne réalise rien de mal à l'époque. Et la femme de chambre dit avec fierté que tout va bien. Mais ensuite, il remarque quelque chose qui ne frappe pas. Le coup avec les meubles est totalement absurde. Cela nécessite une explication. Et la vieille femme donne l'excuse qu'elle est un palais, bien sûr, cela coûte plus cher. Elle dit que l'empereur a donné le palais du Scorpion à Rudolf et qu'il est de leur devoir de maintenir la dignité de l'endroit. Il écoute, mais n'achète pas l'histoire. Sarcastiquement. Demandez à d'autres employés à quelle fréquence ils échangent les meubles. Il la met clairement. L'employé corrompu explique qu'en raison de la taille du palais, le budget ne peut presque jamais s'en rendre compte. Puis il laisse échapper le bon coup. Demandez à la vieille femme pourquoi, si le budget est dépensé pour des meubles, tout autour d'eux est toujours vieux et s'effondre. Il souligne l'évidence. Il n'y a pas de dignité dans le palais. Et puis, soudain, le gars tire un mouvement de 300 et la manche. Prenez un livre de disque de la poche intérieure du paritois. Dans le plus grand calme, demandez à la vieille femme si elle sait ce qu'elle regarde. À première vue, cela ressemble au même livre qu'elle a déjà montré. Mais il y a quelque chose de très mal là-bas. La moitié du budget est toujours intacte. Ce qui ne peut signifier qu'une chose, ce vieux rusé a essayé de passer un faux livre en pensant qu'il allait s'échapper.
Quand elle se rend compte qu'elle a été prise en jeu, elle tourne le jeu et demande à savoir qui lui a donné ce livre. Et au bon moment, Mia entre dans la pièce en disant dans la plus grande tranquillité que c'est elle qui a livré le livre, que la vieille femme, essayant toujours de mentir, dit que Mia a forgé le livre, mais Mia arrive préparée, montre le sabre officiel du palais Scorpio. Prouvant que le livre est légitime, le protagoniste confirme que lui seul a le tampon, donc même ce vieil homme ne pourrait pas falsifier. Maintenant que le jeu a mis fin au visage de la femme, montre la culpabilité et le désespoir avec une simple commande. Rudolph envoie les gardes pour traîner tout le gang corrompu. La vieille femme perd son arrogance sur place et supplie la pitié, disant que le chauve la faisait chanter. Mais la chose chauve n'est pas pour une blague et contrecarre, l'appelant traître qu'il a mis dans cette confusion depuis le début. L'audace de cette femme est surréaliste. Elle joue toujours une victime, disant qu'elle a servi Rudolph pendant 15 ans et qu'une petite erreur ne devrait pas y mettre fin. Elle maudit même Rudolph pour mourir misérablement, indiquant clairement que dans sa tête, le palais devrait tourner autour d'elle, mais le protagoniste n'achète pas celui-ci. Et avant d'être traîné, elle essaie une dernière carte désespérée. Il dit qu'il sait qui l'a empoisonné et qui a envoyé le tueur. Malheureusement pour elle, notre gars n'a pas besoin de ces informations d'elle. Il a lu un livre qui montre littéralement l'avenir. Alors que le groupe bandit demande pardon. Le protagoniste donne le dernier coup, dit à Vela qui savait déjà que c'était elle qui a envoyé le tueur. Son expression dit tout. Elle est étonnée d'avoir découvert. Selon le livre, elle était la raison pour laquelle le gars se rend en paranoïa et finit par tuer ses propres frères. Le plan n'était jamais de le tuer directement. Il essayait de l'empoisonner et d'embaucher des tueurs juste pour le rendre fou, afin qu'il puisse compter sur elle et la laisser contrôler tout. Les domestiques de la pièce ne peuvent pas cacher le choc quand il a le gang corrompu expulsé. Il est clair qu'il vérifiera tous les livres d'enregistrement, juste pour s'assurer qu'il n'y a pas de fraude cachée. Avec le risque d'être découvert en haut. Le reste du personnel revient déjà au travail. Tout le monde a vu la vieille femme être prise, donc personne ne veut être le prochain. Et juste au moment où tout se calme, le protagoniste laisse échapper la pose sérieuse du bourreau. Admet que toute la situation était effrayante. Et même en essayant de jouer le tyran froid, ce n'est pas qui il est vraiment. Après tout, il n'est encore qu'un garçon de 14 ans. Et Mia est béant. Clairement pas habitué à le voir comme ça. Rudolph se tourne vers elle et dit qu'elle en a assez de jouer au tyran. Merci avec un cœur pour elle d'avoir aidé. La femme de chambre est totalement sans réaction avec son côté plus lisse. Rudolph dit à la boîte de Maya qu'en accusant la vieille femme de quelque chose de si grave, elle s'est marquée comme traître aux autres serviteurs. C'est son prix pour choisir ce qui est juste au lieu de rester avec le corrompu. Sachant que cela peut la mettre en danger, il nomme officiellement Maya comme sa femme de chambre personnelle. Elle a l'air heureuse pour de vrai et merci. Jurez de vous donner tout. À ce stade, notre gars a déjà dessiné que la raison pour que Rudolph entre dans l'histoire en tant que tyran cruel était parce qu'il n'avait jamais de vrais alliés. Maintenant qu'il le sait, il a décidé de mettre en place un cercle de personnes en qui il peut faire confiance et, peut-être, de changer le cours de l'histoire. Un mois plus tard, Rudolph est bon dans le jardin du palais, en pensant à la vie. Vous vous rendez compte que si vous voulez plus d'alliés, vous devez obtenir une mariée. Juste en ce moment, quelqu'un loue le jardin et Maya répond poliment, remerciant. La fille se présente comme la fille aînée de la famille Falkrant, toute fière d'avoir été choisie comme une épouse de Rudolph. Mais il y a quelque chose d'étrange. Sa réaction offre tout. Il était clairement pris par surprise. En arrière-plan, il sait exactement qui est cette femme, et l'épouser sera juste le chemin de la mort. Au début, ce n'est pas clair parce qu'il se sent étrange près d'elle. Il commence à remarquer ses traits, ses cheveux noirs comme le charbon de bois et les yeux bleus pénétrants. Il est indéniable qu'elle est belle, mais il y a quelque chose en sa présence qui quitte le prince tendu, et il ne lui faut pas longtemps pour retirer la raison. Il se souvient de son livre préféré, où Véléo est le personnage principal. Là, Rudolph devient un empereur redouté et meurt jeune. Et dans ce livre, cette même fille est citée. Lisbeth ouvre la famille Falkrant. Qui a eu un amour profond et passionné avec Véléo, qui a commencé quand elle lui a donné une broche. Après une longue relation, ils ont juré de passer leur vie ensemble jusqu'à ce que tout s'effondre. Et les coupables de tout cela? Nul autre que le tyran Rudolph. L'histoire de l'amour est devenue une tragédie lorsque Mademoiselle Bezabeth et Véléo ont été séparés par l'ingérence de l'empereur. En fin de compte, Rudolph est mort aux mains de cette même fille. L'empire de Baldic est tombé et Véléo a refait surface des cendres pour fonder le royaume sauvalier. Donc, entrer dans cette fille est essentiellement offrant à mourir. Et honnêtement, le gars veut juste survivre. De plus,
Ce n'est pas le genre de poursuivre quelqu'un qui vient déjà d'une autre. Alors que la fille prend son thé, elle se rend compte que le prince est à moitié pâle et demande si ça va. Maya, toujours utile. Il dit qu'il n'a probablement pas dormi correctement à cause de l'excitation pour le dîner. Elle insiste toujours pour terminer le thé avant qu'il ne refroidisse. Le prince sait qu'il a besoin de dire quelque chose. Après tout, c'est lui qui a demandé au père de se faire une mariée. Rejeter la fille maintenant serait comme envoyer le père au haricot. Donc, au lieu de nier la boîte, il décide de se détendre. Il dit que Lisbeth Abed semble surpris et essaie de rassurer qu'il ne veut pas compliquer les choses. Elle remercie les mots aimables et admet qu'elle a également été choquée par la nouvelle, mais pour elle, c'est un grand honneur. Même ainsi, le gars se rend compte qu'elle ne s'en soucie pas vraiment. Elle n'est pas là pour sa propre volonté, elle ne suit que les commandes. Il est donc simple. Il dit que c'est totalement ok elle de parler à son père et de tout annuler. Apparemment, elle a un vieil homme dans son cœur, pas lui. Mais quand il essaie de lui donner une autre chance, elle n'accepte pas. Puis il se présente. Ce n'est peut-être pas qu'elle ne veut pas y mettre fin. Elle ne peut littéralement pas. Elle a probablement besoin d'une bonne raison pour en sortir. Et s'il ne le fait pas, elle sera coincée. Et à l'avenir, ce sera elle qui le tuera. Alors, plan B, il se trouvera dans le plus grand visage en bois. Il commence à se montrer comme un clown, disant que c'est un génie dans tout, des études, des clôtures, peu importe, et que tout le monde autour de lui adore un dieu. Ce qui est fou depuis qu'il a échappé à 2 tentatives de meurtre au cours de la même semaine. Il sait que le rôle est ridicule, que même un enfant sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il sait lui-même que s'il continue, il finira par honte. Et le pire, ça ne marche même pas. Amaya entre dans la conversation et commence également à le complimenter. Il parle de la façon dont il a terminé la corruption dans le palais et l'a même sauvé quand ils l'ont appelé traître. Maintenant, au lieu de regarder un faux, il creuse juste un plus grand trou de renommée. Réalisant que Maya ne dessine pas l'indirect évident, il échange la stratégie. La dernière lettre est peut-être la dernière lettre. Il dit directement que même s'il est le 4e prince, il est toujours un successeur légitime du trône. Ce qui signifie qu'il a une vue. Il commande bien comme l'une des femmes de chambre elles-mêmes ont essayé de l'empoisonner et de le mettre dans le coma. Et dès qu'il s'est réveillé, il a déjà subi une tentative de meurtre. Donc, l'épouser n'est pas le plan le plus sûr du monde. Si elle se cogne, cela peut aussi se terminer sous les vues de quelqu'un. Il est convaincu que cette excuse suffit pour lui faire peur. Mais à sa grande surprise, la fille reste ferme. Elle dit, toute fière, que la famille Falkrant n'est pas une blague quand il s'agit de se battre. Elle-même est formée avec une offre et indique clairement qu'être peur des tueurs serait dommage pour sa réputation familiale. D'accord, il y avait son plan B. Alors qu'il essaie encore d'en apporter un nouveau, elle lui demande de raconter ses histoires d'enfance. Maintenant, il est perdu pour de bon, car il n'a pas de souvenir cool du temps qu'il doit dire. Par conséquent, il se souvient d'avoir sauvé une fille une fois, et elle a donné une pièce de monnaie en remerciement. C'est la même pièce qu'il a gardée dans ce beau tout le temps. Il la porte toujours avec elle, mais n'a aucune raison d'en parler maintenant. Réalisant qu'il est perdu dans ses pensées, la fille demande s'il va bien. Rudolf commence à être suspect. La plupart de ses histoires plus lourdes sont déjà connues parmi la noblesse, alors il pense qu'elle demande juste à rire de lui dans le dos plus tard. Il pense qu'elle bavardera avec le vieil homme. Mais comme l'objectif est de la faire le détester, il décide de jouer pour de bon. Alors comptez tout, versez toute la tragédie qui est votre vie. Se présente à nouveau en tant que fils de l'empereur et de l'amant, c'est-à-dire un salaud. Techniquement, il ne devrait même pas être dans la ligne de succession, mais la mère a supplié le roi de le considérer. Il se souvient qu'il a une fois demandé à sa mère pourquoi il était né, et elle a répondu dans la boîte que c'était juste pour entrer dans la famille impériale. Fondamentalement, il est son ticket pour le pouvoir, rien de plus. Raïs soudaine de la mère, Diamant le membre de la famille royale, irrité le général. Mais, comme ils ne pouvaient pas insulter directement la mère du prince, ils ont déchargé toute la haine du garçon. Et ce ne sont même pas les rumeurs ou les insultes qui blessent le plus, c'était le fait que tout le monde ignorait simplement qu'il existait. Et cette solitude a frappé plus fort que n'importe quel potin. Personne ne l'a donné minime ni ses parents eux-mêmes. Puis il a commencé à jouer, à casser les choses, à donner des ordres absurdes aux serviteurs, à faire une crise juste pour s'assurer que quelqu'un s'est rendu compte qu'il était vivant. Fondamentalement, il est devenu insupportable exprès. Après avoir versé tous ses bagages dans Elisabeth, il demande ce qu'elle en pense. Et juste au moment où il s'attend à ce qu'elle soit dégoûtée, Maya entre dans la conversation, elle sympathise parce qu'elle n'avait jamais entendu parler de combien notre gars a subi une injustice. Le gars pense,
Si Lisbeth Abetto le voit comme un gars pitoyable qui ne peut même pas respecter les serviteurs, peut-être qu'elle le déteste enfin. Et puis, pour lui, c'était déjà la victoire. Mais ensuite, cela prend un cours étrange. La fille commence à vraiment pleurer. Il est complètement perdu. Essayez d'offrir un mouchoir, mais alors qu'il enlève sa poche, la médaille que sa fille d'enfance a échappée et tombe au sol. Surpris, il prend vite et cache la médaille. Mais la fille se rend compte et pose des questions sur elle. Rudolf indique clairement que cela n'a rien à voir avec elle. Et donc, la conversation se termine rapidement alors qu'ils marchent côte à côte à la voiture. Maya pousse le gars pour qu'il ait la main de Lisbeth, essayant de donner une ambiance, mais il est à plein régime. Il essaie toujours de comprendre que c'est la blague qui a fait pleurer Lise et n'a aucune idée de ce qui se passe dans sa tête. Quand ils arrivent à la voiture, ils remercient pour le temps ensemble, parlent de l'engagement, lui demandent d'envoyer une lettre lors de la décision et l'encouragent à prendre le temps dont elle a besoin. Au fond, il pense qu'il lui sera plus facile de rejeter par lettre que face à face. Mais pour son incrédulité totale, la fille sort dans la plus grande tranquillité qui n'a pas besoin de temps. Parce que vous avez déjà décidé de vous engager avec lui. Le plan du gars passe par l'air devant ses yeux. Maya brille presque quand il a entendu la réponse de Lisbeth. Alors que le gars est coincé à se demander comment les choses sont devenues incontrôlables, il se rend compte que s'il continue, il est foutu. Alors qu'il repense toute sa vie, quelque chose de plus roule entre Maya et Lisbeth. Les cheveux noirs louent Elisabeth pour son travail bien fait et lui dit de continuer à prendre soin du gars. Maya est uniquement d'accord, ce qui indique clairement que ce que veut Lisbeth, elle y arrivera. Donc, apparemment, le temps a volé parce qu'il est passé 3 jours depuis que Rudolf et Lisbeth ont été engagés. Et pourtant, le gars est dans une spirale mentale, totalement conscient que la femme avec laquelle il est maintenant est celle qui le tuera froidement à l'avenir. Il sait qu'il ne peut pas simplement se laisser mourir comme ça, en particulier entre les mains de la future épouse. Pour l'instant, il trouve mieux de maintenir une distance, principalement parce qu'elle ne sait toujours pas ce qu'elle pense vraiment de lui. Mais ce plan dure sous peu. Dans la scène suivante, il y a la même Elisabeth, prenant soin de lui comme si cela faisait partie du vrai devoir. Le gars est tout blessé. Il a pris des coulées, mais apparemment, elle se dirigea avec le mouvement de cette mariée. Non seulement cela prend soin des blessures, mais aussi les aliments. Il reste là, incrédule, essayant de comprendre pourquoi elle est dans sa chambre. Un peu détourné, laisse échapper une demi-bouche d'excuses, lui disant de ne pas s'inquiéter. Il dit qu'il n'est que maladroit et est tombé des escaliers, se blessant. Mais Elisabeth n'achète pas l'histoire, ni Maya, qui entre dans la salle et se souvient qu'il a eu une rencontre avec l'empereur ce jour-là. Elle pour quand il voit son état demander avec désinvolture s'il est vraiment tombé des escaliers. Avant de répondre, Elisabeth rejoint les pièces et appelle Blut. Il ne trompe personne. Ce ne sont pas des blessures d'escalier, c'est un coup de poing au visage. Maintenant, elle est furieuse et veut savoir ce qui s'est vraiment passé. Si ce n'était qu'une réunion commune. Pourquoi a-t-il l'air d'avoir attrapé un gang? Et elle a raison. Ce n'était pas un accident idiot. Ces marques proviennent du demi-frère de Rudolf, Robin et son pack. Le troisième prince a envoyé les gardes pour battre Rudolf jusqu'à presque tuer, quelque chose qui n'est apparemment pas nouveau. Le gars souffre de cette merde de Robin depuis qu'il est enfant. Dans toute famille royale décente, mettre votre main sur un autre prince accorde une condamnation à mort. Mais ici, personne n'appelle notre protagoniste. Les gardes l'ont battu fou, tandis que Robin est là sur le côté s'amusant. Nous avons constaté que le palais d'Empire Chauve est divisé en 13 zones. Chacun d'un vrai frère. Et chaque fois qu'il quitte le palais Scorpio, c'est presque une invitation à attraper. Dans un instant, l'un des gardes de Robin demande si Rudolf a finalement compris sa place. En réponse, le gars crache le visage du garde comme un salaud. Le garde, n'appréciant pas le manque de respect, donne un autre coup de poing, le traitant comme un pion. De retour au présent, Rudolf sait qu'il ne peut pas faire savoir à Elisabeth tout cela. Alors, il maintient le mensonge, insiste sur le fait que les blessures ne sont pas d'une attaque. Même ainsi, elle semble vraiment inquiète. Et bien qu'une partie de lui commence à s'adoucir, il sait qu'il vaut mieux ne pas ouvrir avec elle. Sentant la tension, Mia entre dans la conversation et laisse échapper un vrai non-sens ridicule pour soulager l'humeur, quelque chose sur les blessures honorables ou autre chose. Rudolf regarde juste. Essayez de comprendre de quoi elle parle. Elle a haussé les épaules et dit que pour un gars qui a attrapé la tapla dans l'acte de corruption, il ne tombera certainement pas sans se battre si les ennemis le touchent. Et n'est-ce pas raison? Flashback revient et nous voyons Rudolf blessé laid. Robin et son pack pensent clairement qu'ils ont été gaspillés trop de temps, et notre gars sait qu'il court contre le temps pour trouver l'empereur. De nulle part,
quelqu'un semble résoudre la confusion créée par Robin et la classe. Et ce n'est personne, c'est le majordome de l'empereur. Le gars demande à savoir ce qui se passe. Robin est paniqué en le regardant apparaître à ce moment-là. Le majordome regarde le Rudolf inquiet et montre clairement qu'il n'aura pas de façon. Il a juste agressé le 4e fils de l'empereur et, ce faisant, a lancé la réputation du roi. Robin essaie de se déguiser en disant que ce n'était qu'une querelle de frères aimants. Mais le majordome lui dit d'arrêter la conversation nette. Il dit qu'il peut garder les excuses faibles pour plus tard, car maintenant ce qui compte, c'est d'amener Rudolf au père à temps. En attendant, notre gars est heureux de voir Robin souhaite froid. Et puis tout a du sens. C'était tout le piège de Rudolf. Il savait exactement ce qui allait se passer et a amené Robin à le frapper exprès juste pour que le majordome apparaisse et que tout soit dans l'acte. Le prince n'est plus la même qu'auparavant. La trajectoire du méchant a commencé, et avec les connaissances qu'il possède, le passé et l'avenir sont foutus. De retour dans le présent, Rudolf n'appelle plus Robin. Ce qui compte, c'est ce que pense Elisabeth. La princesse mariée est détendue sur le canapé. Mais il se penche en avant et demande comment la réunion avec l'empereur est allée. Ce qu'elle veut vraiment savoir, c'est si son père a dit quelque chose à son sujet. Le 3e flashback commence, et il se souvient de ce qui s'est passé. Il s'est excusé auprès de l'empereur qui est arrivé tard, mais son père n'est pas allé à une merde et l'a même félicité pour avoir bien traité l'engagement. Ensuite, nous avons coupé une scène pas confortable. L'empereur ainsi que la mère de Rudolf dans une situation suspecte. Même avec son fils clairement blessé, la mère dit sans vergogne pour l'empereur d'oublier Rudolf et de se concentrer sur elle. C'est aussi étrange qu'il y paraît. Pourtant, Rudolf remercie son père pour son aide avec l'engagement, mais le gars ne le reconnaît même pas. Lui demande de partir et de se souvenir de sa place. De retour dans le présent, Rudolf envoie la question d'Elisabeth avec une réponse sèche, affirmant que la réunion n'était pas nouvelle. Il ne pense certainement pas à parler de la façon dont ses deux parents l'ont ignoré. Elisabeth commence à se tendre, doit sentir qu'il y a quelque chose qu'il ne compte pas. Rudolf change le sujet et demande pourquoi elle est dans sa chambre, surprise qu'elle soit là lorsqu'elle est entrée. Elisabeth répond tranquillement qu'elle est venue lui rendre visite. Le gars a besoin de comprendre comment fonctionnent les couples. Elle termine en demandant si c'est si étrange qu'elle s'inquiète du marié. Rudolf essaie de nier, mais il est clair que sa présence bouge avec lui. Il se souvient toujours qu'elle est l'ennemi, mais elle demande toujours s'il se blesse toujours, visiblement inquiet pour son état. Soudain, elle déclare qu'elle visitera maintenant sa chambre chaque jour saint. L'ambiance change rapidement, notre gars essaie de refuser poliment, mais Maya entre et dit qu'elle est également inquiète. Elle entrera donc également dans les visites quotidiennes. Et c'est tout, les deux conviennent que cette nouvelle règle en vaut la peine. Rudolf se sent encore plus acculé, réalisant que son sort est entre les mains de la fille. La scène coupe le manoir de la famille Falkrant. Elisabeth remercie Mia pour tout, disant que son employé personnel de Rudolf l'a aidé à l'approcher. Elle demande à nouveau à Mia de le garder un œil sur lui. Et la femme de chambre promet de faire exactement cela. Il est clair que Rudolf l'a valu. Tout ce qui lui est en main. Peut-être que Rudolf ne lit pas Lisbeth Open. Parce que cette fille est littéralement obsédée par lui. Maya attire son attention, disant qu'elle laisse ses sentiments prendre le dessus et il peut être temps de gérer. La femme de chambre demande pourquoi Elisabeth ne montre plus d'affection si elle l'aime autant. À son avis, cela doit être ce qui confond autant le gars. Elisabeth panique et demande si c'était vraiment si froid avec lui. Maya ne cache rien, dit qu'elle était comme une statue et que ses mots étaient de la glace pure. La fille proteste fort, dit qu'elle ne peut pas éviter car elle est amoureuse de lui pendant longtemps. Mais Maya se rend compte que toute sa confiance a tout simplement disparu devant Rudolf et soulève à nouveau ses doutes à son sujet de rendre visite à sa chambre tous les jours. Ce qui était certainement courageux. Même avec son courage, elle dit que ce courage n'a rien à voir avec le visiter tous les jours. Tenant une sphère vive dans sa main, il dit qu'il ne pardonne rien qui s'est passé jusqu'à présent. Il est difficile pour elle d'accepter comment le 4e prince a été traité toute sa vie. Elle jure qu'elle protégera le marié et transformera tout le monde responsable en ferraille. Mais quand Lisbeth Zabé commence à être trop excitée, Amaya coupe le bon marché en expliquant que ce qui s'est passé aujourd'hui était probablement quelque chose de la 3e princesse. Mais Robin n'apparaîtrait jamais dans le palais du Scorpion, donc il n'a pas à jouer son garde du corps et lui dit de baisser le pistolet. Maya se souvient que depuis l'offre avec Tapel, personne d'autre n'a eu le courage de manquer de respect au prince. Cela semble rendre Elisabeth vraiment heureuse. Mais de nulle part, elle attrape la femme de chambre par le cou et l'accuse de vouloir apparaître.
Il dit qu'il veut aussi être quelqu'un de spécial pour Rudolf. Seulement, quand vous vous rendez compte qu'être avec lui ne jouera pas seulement le rôle de garde du corps. Maya commente que ses visites quotidiennes sont maintenant des rencontres pratiquement. Dès qu'il entend cela, Elisabeth panique et insiste sur le fait qu'elle n'est pas prête pour cela. Mais Mia, dans le plus grand calme, dit qu'elle devrait s'habituer à parler au prince. Principalement parce qu'une journée importante arrive. Puis ça la frappe. Son anniversaire n'est qu'à une semaine. Et ce jour-là, elle dansera avec Rudolf. Je pense juste à cela presque évanouir. Mais maintenant, elle sait qu'elle doit s'y préparer, retourner au palais du Scorpion. Le gars en profite pour se reposer et ne cesse de se demander si sa mariée est vraiment la même fille dans le livre. Parce que, honnêtement, cela ne semble pas. Il y a quelque chose d'étrange chez elle. Même avec l'attitude froide, il ne semblait jamais qu'elle le considère comme une obligation. Il se rend également compte que la chute du tapu et la recherche de la mariée ne se sont jamais produites dans la chronologie à partir de laquelle il est venu. Peut-être que les choses changent déjà. Il pense si ses actions changent l'avenir. Mais cela ne semble pas. Quoi qu'il fasse, il sait qu'Elisabeth le poursuit de toute façon. L'avenir où elle devient sa femme commence déjà à obtenir son diplôme. Et cette pensée vous amène à une question plus sombre. Si le mariage ne peut pas éviter, peut-être que sa mort ne le fait pas non plus. Ailleurs, quelqu'un se fait une promesse. L'anniversaire d'Elisabeth, il la poursuit et la fera à tout prix. Ce gars n'est autre que le deuxième fils de la famille Sauvalier, le héros du livre, Véléo. Les deux amoureux sont assis ensemble dans le jardin du palais du Scorpion, mais Rudolf est clairement ailleurs, plongé dans ses propres pensées. Essayez de savoir si vous avez une chance de sortir de cette confusion vivante. Maya, qui le garde un œil, attire l'attention parce qu'il est distrait et demande s'il fait attention à ce que dit Elisabeth. Confus. Il essaie de se concentrer, mais Elisabeth prévient que sa fête d'anniversaire arrive en une semaine. La scène coupe directement au bureau de Rudolf. Là où Mia indique clairement que cela ne va pas à la fête, car la maison de la mariée et emmener quelqu'un de l'extérieur de la famille serait de dépasser la ligne. Cela a du sens. Il s'attendait à ce que Mia soit, mais les règles sont des règles. Pourtant, il se lève de confiance et demande à Mia de préparer quelque chose devant la fête. Quand elle demande ce qu'il veut dire, il murmure le plan dans son oreille. Et son visage change sur place. Elle est toute excitée et promet de ne pas décevoir. Rudolf sait ce qu'il doit faire maintenant. Il est temps de conquérir Elisabeth pour de vrai. Une semaine passe et le jour de la fête arrive enfin. Ses parents, Mark Douglas et Geza, de la famille Falkrans, reçoivent un futur fils-in-law à la maison. Rudolf se rend compte que l'aura de son père est effrayante. Mais merci poliment pour l'invitation. Sa mère l'emmène dans la chambre d'Elisabeth. En battant pour avertir que le marié est arrivé, Rudolf a paniqué à l'intérieur. Réfléchissez à la façon dont il agira quand il arrivera. Mais avant de pouvoir réfléchir plus, la porte s'ouvre et elle est là, plus belle que dans la robe. Son cœur sort pratiquement de sa bouche. Elisabeth, calme et élégante. Merci d'être venue à la fête, et en désespoir, il laisse échapper que le plaisir était le sien. Sa mère, réalisant l'humeur étrange, dit qu'elle a encore du temps avant le début de la fête et suggère qu'ils se détendent là-bas. Elle ferme la porte avec désinvolture en partant, leur donnant de la place pour les deux. Seul avec la mariée, Rudolf oublie tout ce qu'elle avait prévu. Essayez de parler, mais les deux finissent par parler en même temps, ce qui rend l'humeur encore plus étrange. Essayant de se recomposer, il dit qu'elle est belle. Elisabeth est surpris, mais merci. En retour, il l'appelle élégant et essaie de cacher son visage avec ses mains. Rudolf n'en comprend pas cette version. Elle est chaleureuse et timide, rien à voir avec le festival du livre d'Elisabeth. Et pour couronner le tout, elle devrait être amoureuse de Wilhelm. Ce qui ne semble pas vrai. Alors qu'il est perdu dans ses pensées, Passo s'approche de la pièce, mais il ignore, se souvenant qu'il n'a pas encore donné le cadeau qu'il a apporté. Elle demande ce que c'est, mais avant de répondre, quelqu'un envahit la pièce de nulle part. Le gars salue Elisabeth comme s'ils étaient des personnages principaux dans une romance et commence à la remplir d'éloges, disant qu'elle est encore plus belle qu'elle ne l'imaginait. Mais Lisbeth ne semble pas heureuse de le voir. Et Rudolf rassemble les pièces. Cela doit être Wilhelm, le héros du livre. Le protagoniste bien-aimé de l'histoire. Wilhelm dit qu'il était inquiet parce qu'il n'avait aucune nouvelle d'elle et insiste sur le fait que les deux sont destinés à être ensemble. Puis il va à Rudolf et lui dit de partir, accusant de déranger quelque chose qui devait être. À ce stade, Rudolf commence à penser qu'il avait peut-être tort tout le temps. Peut-être qu'Elisabeth et Wilhelm sont vraiment amoureux et qu'il n'était qu'un pion dans toute cette histoire. Mais avant qu'ils ne se perdent, Elisabeth termine tout sans hésitation, avec une voix plus froide que la glace.
avertit le gars de penser même à toucher le prince Rudolf. Elle tient son poignet comme se déchirer le bras et Wilhelm est visiblement secoué. Rudolf est également là, complètement confus par la scène. Elisabeth ne s'arrête pas là. Cela défait tout le fantasme qu'elle et Wilhelm sont ensemble. Il l'appelle imposteur et avertit à nouveau de rester loin de son fiancé. Le fait que ce gars ait réussi à attraper quelqu'un comme Lisbeth avec son RZ laisse Wilhelm un peu perdu. Elle officie sur l'avertissement, disant qu'elle est maintenant une épouse du prince Rudolf. Wilhelm ne le croit pas. Il est énervé. Rudolf commence enfin à rassembler les faits. Ce qui roule clairement n'est pas une carrière ex. Il semble qu'Elisabeth garde cette blessure depuis longtemps. Il se souvient d'elle pour dire que Verala avait déformé ses souvenirs. Et commence à comprendre. Ces souvenirs qu'elle a cités étaient également dans le livre qu'il a lu, en particulier ceux de l'enfance. Dans la version qu'il connaît, Rudolf était le méchant qui l'a tourmenté jusqu'à ce que le vieil homme semble la sauver. Elisabeth l'a remercié pour cela. Et même si l'homme était pressé, elle l'a cassé avant de se séparer. Ils se sont réunis 10 ans plus tard. Et toute cette histoire est devenue un favori des lecteurs. Mais maintenant, rien de ces coups. Rudolf n'a rien fait de tout cela. Et la façon dont les choses sont. Toute l'histoire a probablement été exagérée par un écrivain, car il n'était même pas empereur à ce moment-là. De retour dans le présent, Elisabeth pose une question à Ovelin, quelque chose qu'elle avait demandé dans une lettre. Il s'agit de ce qu'elle lui a donné le jour où ils se sont rencontrés. Le gars confiant, il prend une broche, pensant qu'il a déjà tout en main, mais Elisabeth le coupe à temps. Ce n'était pas son cadeau. Quand il essaie de se souvenir d'elle des faux souvenirs qui n'ont jamais existé, elle lui dit de rester à l'écart. Ce qu'ils avaient est fini. Il ne l'a trompé qu'avec des souvenirs qui n'étaient même pas réels. Détruits et démasqués. Wilhelm part vaincu, mais prévient qu'il n'a pas encore pris fin. Rudolf, à son tour, panique. Rien de tout cela ne frappe l'histoire que vous avez décorée. Cela commence à se demander si ses actions n'ont plus commencé à réécrire le passé, un effet papillon qui gâche. L'histoire de la broche, en particulier, semble avoir été inventée. Voici le choc royal. Le fait qu'Elisabeth se soit présentée comme une épouse de lui montre clairement que dans cette version de l'histoire, Rudolf est celui avec elle, pas le voleur. Et ce petit changement peut être la stupidité pour que les Aveline perdent le contrôle. Rudolf comprend maintenant que même s'il ne vient jamais empereur, ce gars peut venir après lui pour une rancune, sachant le danger qu'il représente. Il s'excuse légèrement auprès d'Elisabeth pour la question qu'il pose, mais il doit savoir. Demander quelle est sa relation avec Wilhelm, car il est encore temps, car l'engagement n'est pas définitif. Il peut toujours se débarrasser d'Elisabeth et sauver la peau. Honnêtement, c'est en quelque sorte vaciller une mariée comme ça. Mais Elisabeth pleure déjà. S'excuse pour la cabane auparavant et comprend qu'il est normal pour lui de se méfier du gars qui les a confrontés, Rudolf. D'un autre côté, il se prépare mentalement à terminer ses fiançailles, voyant cette excuse parfaite et peut prétendre qu'elle n'était pas fidèle. Mais quand tu ôtes la bouche, tout est différent de prévu. Au lieu de cela, elle lui demande de tout expliquer en tant que mari qui s'en soucie vraiment. Il dit que la façon dont elle agit montre qu'il y a plus de choses là-bas. Il commence à parler d'une manière enroulée voulant connaître chaque détail. L'insistance vous surprend jusqu'à. Vous ne savez pas pourquoi vous dites cela, car je voulais tout terminer quelques minutes auparavant. Mais alors vous comprenez. La raison de ne pas pouvoir regarder. Elle veut ouvrir son cœur, mais a peur d'être essayée. Et puis, soudain, Elisabeth s'effondre et dit tout. L'histoire complète de la façon dont ce gars a déformé ses souvenirs jusqu'à ce qu'il semble méconnaissable. Tout a commencé il y a 9 ans lorsque Lisbeth n'avait que 5 ans. Son père l'a emmenée au palais impérial, et comme chaque enfant vivant, elle continuait de courir. Il l'a avertie de faire attention à ne pas tomber. Mais bien sûr, c'est arrivé. Quand elle a demandé si elle allait bien, elle a dit qu'elle était parce qu'elle avait l'amulette de son père avec elle. Cette pièce que le premier seigneur Falkran a été utilisée dans les batailles. Fondamentalement, un élément de la famille Falkrans qui donne des désirs à ceux qui l'utilisent. En fin de compte, les deux entrent dans le palais. Quand ils arrivent à l'empereur, son père lui dit d'attendre et de lire quelque chose pendant qu'ils discutent de problèmes sérieux avec le roi. Bien sûr, la fille ne se soucie pas d'entendre le vieux Stagalan, si rapidement s'ennuie. Au lieu de se tenir debout, elle part sans qu'elle remarque et commence à chercher le jardin du palais. Courir à travers des couloirs inconnus. Mais bien sûr, tout se passe mal et elle se perd dans cet endroit énorme. Lorsque le désespoir frappe, sa journée s'aggrave encore plus lors de la recherche des branches de gamin. Le troisième, le prince Robin. L'idiot la regarde et pense qu'elle est une intrue, car elle ne l'a jamais vue auparavant.
Et comme les intrus devraient être exécutés, il pense qu'elle n'est pas différente. L'un des gardes essaie de l'avertir que, à la manière de ses vêtements, elle doit être la fille d'un invité. Mais le prince, étant idiot, il est, envoyé le gars pour se taire. Puis, montrant à quel point c'est fou, il dit qu'il cherche quelqu'un pour tester les compétences avec l'épée. Sans réfléchir à deux fois, envoyer les hommes pour l'emmener. Les gardes essaient de discuter, mais c'est inutile. Elisabeth, terrifiée, s'enfuit alors que le gamin envoie les serviteurs derrière elle. Elle est en panique, ne comprenant pas pourquoi il court après elle, et commence à crier à l'aide. De nulle part, quelqu'un la tire dans une pièce cachée droite lorsque Rodolphe et son groupe passent. Qui le tire est un petit garçon, clairement notre MC. Le garçon verrouille la porte tandis qu'Elisabeth essaie de comprendre qui est inconnu. Elle demande à savoir ce qui se passe, mais le garçon lui demande de baisser la voix. Elle panique. Mais l'enfant dit de ne pas s'inquiéter, que les gars qui sont tellement derrière elle ne la trouvera pas là-bas. Même terrifiée, elle se calme avec son assurance qu'elle est en sécurité et que personne ne passera cette porte. Un peu plus tard, il jette un coup d'œil et confirme que tout est propre. Puis il demande finalement ce qu'elle essayait exactement de trouver. Et donc l'un des souhaits de Lisbeth est satisfait. Elle se termine dans le jardin avec le garçon d'Axe en grave côté. Demandez si vous pouvez obtenir des fleurs et il part. Les deux sont là, profitant de la compagnie de l'autre, juste de bonnes plaisanteries. Soudain, le garçon perçoit quelque chose et pousse Lisbeth derrière les buissons, lui demandant d'être caché. Il s'avère que Robin vient d'entrer dans le jardin, monté sur un serviteur comme un cheval. Il ne perd pas de temps et commence déjà à insulter le garçon, disant essentiellement qu'il n'est même pas digne d'être là, caché. Lisbeth écoute tout, mais Robin ne semble même pas préoccupé par le sauveur de Lisbeth. Pourquoi ne veut-il pas attraper? Il veut la fille et demande au garçon s'il a vu quelqu'un son âge. Lisbeth, nerveux, paniqué dans la cachette, mais le garçon ment qu'il n'a vu personne comme ça. Au début, Robin semble le croire, mais cela ne prend pas longtemps. Le petit tyran frappe le visage du garçon. Clairement n'achète pas le mensonge. Encore une fois, notre protagoniste mène au pire, prouvant que Robin est le pire frère du monde. Le gamin n'était pas le temps et envoie les gardes tiendre le garçon héroïque. Ils hésitent, essayant de parler au petit tyran, mais finissent par céder. Après tout, personne là-bas ne veut perdre son salaire à cause de la morale. Et donc, le garçon est attaché. Complètement exposé pendant que Robin commence à le frapper avec l'aide des gardes. Le garçon supplie de s'arrêter, mais Robin indique clairement qu'il ne s'arrêtera que lorsqu'il dit où est la fille. Les coups continuent. Pendant ce temps, Eden, Lisbeth pleure, demandant comment quelqu'un aussi gentil qu'il le mérite. Avant qu'il ne s'aggrave, une cloche touche loin. C'est l'heure du déjeuner du gamin. Décidant qu'il a déjà suffisamment frappé, Robin recule et envoie les gardes pour partir. Les trois partent sans regarder en arrière, laissant le garçon tomber, tous détruits. Inquiète, Elisabeth court vers lui et lui demande s'il va bien, mais le garçon minimise, disant qu'il y est habitué. Même ainsi, au lieu de penser à la douleur elle-même, demande si elle s'est blessée. Cela suffit pour mettre fin à Elisabeth. Elle commence à pleurer et le garçon, surprise, se demande pourquoi elle pleure. Elle dit que quelqu'un pleurait en voyant la façon dont il est traité. Et il sourit, admettant que c'est la première fois que quelqu'un pleure pour lui. De toute évidence, tout le monde ne lui donne pas la moindre balle. Sentant qu'elle a besoin de revenir, la fille offre ce qui est probablement son objet le plus précieux. L'amulette du père. C'est la même chose que le garçon se garde dans cette poitrine des années plus tard. Qu'est-ce que son père a donné comme une amulette chanceuse? Le gars regarde la médaille, à moitié dans le doute. Demandez si elle veut vraiment le donner, car c'est précieux. Mais elle insiste. Son père a dit que si elle l'utilisait, ses souhaits se réaliseraient. Et pour la première fois que quelqu'un se soucie de lui, il dit que l'un des souhaits a déjà été réalisé. Elle demande ce que je souhaite, et il dit qu'il est rare que quiconque remarque quelqu'un comme lui. Peu après, un serviteur apparaît et les voit, alors ils disparaissent. De retour dans le présent, Elisabeth avoue qu'elle n'a jamais découvert le nom de ce garçon. En entendant cela, sa tête donne l'inclinaison, parce que la fille du palais impérial, qui a donné cette amulette, était Lisbeth tout le temps. Et maintenant, elle est sa mariée. C'est un pur risque de génération. Même maintenant, il a du mal à croire, car à l'avenir, il sait exactement qui Lisbeth deviendra. Frostwell a créé, le même qui le mettra fin. Cela n'a aucun sens. Mais Lisbeth continue d'expliquer cela après avoir donné l'amulette. Son père a donné une forte réprimande et elle en a reçu une autre, la même qu'il lui a donnée plus tard. Sans hésitation, elle enlève son amulette et le montre.
N'oubliez pas qu'il devrait toujours avoir le sien. Il vérifie le manteau et prend vraiment la même amulette. Les pièces correspondent parfaitement, prouvant qu'elles étaient faites les uns aux autres. Il est ravi, pris par les souvenirs. N'oubliez pas que chaque fois qu'il traversait de la pénu, cette pièce a apporté la paix. D'une manière pour lui. Elle était toujours de son côté. Et donc, les deux câlins. Il remercie non seulement pour l'amulette, mais pour être quelqu'un qui s'en souciait vraiment. Et encore une fois, merci d'avoir remarqué quelqu'un comme lui quand personne d'autre n'a vu. Mais juste au moment où le moment se calme. Quelqu'un appelle Lisbeth, se souvenant qu'il est temps pour la fête d'anniversaire. Ils se séparent un peu gênants. Lisbeth admet que le partage de ce moment l'a presque fait oublier que c'était son anniversaire. Et quand il sort, quelque chose secoue dans sa tête. C'est le testament. Puis il revient et demande une dernière fois ce qu'il est avec ce type. Elle n'hésite pas. Il appelle la vieille dame rien de plus qu'un rappel de sa propre stupidité, révélant qu'il a menti et a fait semblant d'être le garçon qu'il a sauvé il y a des années. Dans une autre partie du manoir Falcran, Velan part vaincu. Son visage dit tout. C'est énervé. Le fait que Rudolf puisse même conquérir sa fille de rêve folle. La jalousie grandit pour se rendre compte que l'avenir qu'il imaginait s'échappait, mais il refuse d'accepter. Il dit que Rudolf n'aurait jamais dû prendre la fille. Que l'histoire n'aurait pas dû suivre cela, et est désormais déterminé à s'assurer qu'il n'y a pas d'avenir pour Rudolf, seulement un héritage d'échecs et de honte, tandis que lui, le héros présumé, brille au centre de la scène. De retour dans la pièce, Lisbeth commence à expliquer comment il a rencontré le gars. C'était lors d'une fête, il y a environ 1 an. Flashback la montre entourée d'hommes. Chacun essayant de demander une danse, mais elle ne s'intéresse à aucune. Pour elle, le seul à avoir eu d'importance était le garçon qu'il a rencontré dans le palais impérial. Je perdais déjà la patience. Cela faisait 8 ans qu'il ne l'avait pas vu et ne connaissait toujours pas son nom. Il ne pouvait pas non plus embaucher un détective parce qu'il ne se chevauchait pas encore. Puis n'importe quel gars lui a donné une fleur, nul autre que le vieil homme. Elle a demandé qui elle était, disant qu'elle n'était pas intéressée aux gars superficiels. Il a répondu que c'était un peu dur et lui a demandé si elle avait oublié qui il était. Il a dit que c'était la même personne qu'elle avait rencontrée dans le jardin impérial quand elle avait 5 ans qui jouait un peu avec elle. Écoutant, Elisabeth était super heureuse, a même pleuré. Il a remarqué quelque chose de différent, il a changé la couleur de ses cheveux. Le gars n'a même pas réfléchi à 2 fois et inventé un mensonge à l'heure, disant que ses cheveux étaient différents du reste de la famille. C'est pourquoi peint rouge pour mettre fin aux rumeurs. Quand elle a demandé quelle était la vraie couleur, il a répondu qu'il était le même que lorsqu'ils se sont rencontrés dans le jardin. Il a dit qu'il était heureux de la revoir et l'a appelée une âme sœur lointaine. Elisabeth a été complètement surpris. De retour dans le présent, elle explique qu'elle était tellement amoureuse du jardin qu'elle a laissé n'importe quel mec et que son imbécile la trompe. Il dit que depuis lors, il a commencé à se rencontrer régulièrement. Pas grand-chose, le thé seulement 1 fois par mois. En entendant cela, notre gars trouve ce vieil homme intolérable. Son visage change en pure colère et la mariée se rend compte. Elle paniqua, pensant qu'elle le déçoit. Il avoue qu'il se sent stupide de faire confiance au menteur et est ravi. Il la réconforte, disant de ne pas s'inquiéter. Elle ne veut pas qu'elle se sente mal, mais elle ne peut pas arrêter de penser comment le vieil homme connaissait l'histoire du jardin impérial. Tout en traitant cela, Elisabeth continue d'essayer de s'expliquer. Dire que je ne voulais pas tomber amoureux de la mauvaise personne. Il comprend et lui dit de ne plus s'inquiéter, demandant à continuer avec le thé. Elle s'excuse pour l'épidémie précédente et explique qu'elle lui faisait confiance totalement à l'époque. Mais plus il passait longtemps, plus ce faux Rudolf était clair. Un jour, elle a donc posé la question la plus importante. Qu'est-ce qu'elle lui a donné le jour où ils ont joué dans le jardin? Quand il a été laissé sans réaction, complètement choqué, a-t-elle insisté, lui demandant s'il n'avait vraiment pas apprécié le cadeau au point de ne pas le garder avec lui. Il était sans voix. Totalement étonné par la question. Mais ça n'a pas abandonné. Il ment à nouveau manifestement. Il dit que l'inverse est vrai, que son cadeau signifiait le monde pour lui et qu'il a pris soin de lui avec une grande affection depuis lors. Elisabeth dit que depuis ce jour, elle a posé des questions directement sur le cadeau, mais il a toujours détourné le sujet. À un moment donné, même Maya a commencé à le soupçonner. Il a demandé à Elisabeth si elle était sûre que Guy était qui avait dit qu'il l'était. Bien que le temps soit passé, il n'a pas battu l'image du garçon dont elle se souvenait. Lisbeth admet qu'elle avait les mêmes doutes. Amé suggère alors que si Willem est un menteur, le vrai garçon de ses souvenirs devrait toujours être là-bas. Je propose un plan. Elle pouvait infiltrer le palais déguisé en femme de chambre pour rechercher des indices, car c'était là qu'ils se sont rencontrés. Lisbeth aime l'idée,
mais a peur de donner toute la responsabilité envers Mia, la femme de chambre. Cependant, il est plus que prêt pour la mission. En entendant tout cela, notre gars est étonné. Je ne savais même pas que Mia espiait à Lisbeth. Le voyant enfermé, Lisbeth s'excuse à nouveau. Mais il dit que tout va bien, ce n'est pas en colère. Honnêtement, il a une putain de patience. Après avoir écouté toute l'histoire, Rudolf demande si Amaya était la seule personne que Lisbeth a racontée sur leur réunion. Et elle confirme. Il pense alors si quelqu'un d'autre a peut-être entendu la conversation, mais Lisba ne pense pas. Explique que Mia est votre garde du corps depuis l'enfance, donc. Si elle avait un traître autour, elle aurait remarqué. Cela fait que le gars repense son évaluation, la femme de chambre est beaucoup plus compétente qu'il ne le pensait. Mais le problème demeure. Si Maya était la seule à connaître la réunion. Comme Velem l'a découvert, il laisse Lisbeth Zabat continuer. Elle dit que lorsque Mia est entrée dans le palais et a vu la médaille d'or que sa mariée lui avait donnée, a commencé à soupçonner que le prince Rudolf pourrait être le garçon de son passé. Et quand il a rencontré notre gars de la preuve, ce soupçon est devenu sûr. La pièce était tout ce dont elle avait besoin pour le reconnaître. Puis, sans hésitation, il a accepté la demande. Le protagoniste pense que c'était trop rapide, elle aurait pu penser mieux. Quant au vieil homme, Elisabeth a demandé à Mia de livrer une lettre mettant fin à tout. La femme de chambre a livré personnellement. Vilain n'a pas accueilli la nouvelle qu'il ne pourrait plus jamais retrouver Elisabeth. Il était clairement choqué, mais Mia a clairement indiqué qu'il n'y aurait plus de rencontre avec ce connard. Le gars ne s'y attendait évidemment pas, mais Mia l'a toujours fait pression pour répondre à la seule question qu'il pouvait prouver qu'il était le garçon des souvenirs d'Elisabeth. Que avait-elle donné à ce moment-là? Stupéfait, il a fait ce qu'il sait le mieux, a menti, disant qu'elle s'est cassée. Maya prétend que c'est la bonne réponse, mais il sait qu'il est plein de mensonges. Et donc, il est clair qu'il est une arnaque complète. Cela fait réfléchir à notre gars, Velim semble connaître une partie de l'histoire, mais certainement pas tout. Vient ensuite une théorie. Peut-être que le vieil homme était dans le palais ce jour-là, en regardant Elisabeth et Rudolf jouer. Peut-être qu'il l'a vu donner quelque chose à Rudolf, mais n'a jamais découvert ce que c'était. Cela expliquerait pourquoi il a toujours échappé à la question. Et quand Amaya a donné une dernière chance, il n'a joué qu'une réponse aléatoire pour tenter de s'enfuir. Il reste encore quelques questions. Mais l'explication reste pour l'instant. Ce qui compte le plus, c'est comprendre pourquoi le vieil homme essayait de rester avec Lisbe depuis le début. Puis il se présente. Ce doit être dû à la puissance militaire de la famille Falkrant. Ils sont l'une des maisons royales les plus fortes, et leur soutien augmenterait le prestige de Velem. Se marier avec Elisabeth signifierait obtenir un soutien familial et a du sens. Le gars se souvient qu'il a lu qu'après la mort de l'empereur, Velem avait les Phocans de son côté. Et grâce à ce soutien, il a détruit l'empire baldique sans trop de difficultés. Maintenant, il se demande si le plan original de Velem était d'utiliser l'isme pour se débarrasser de lui. Et peut-être qu'elle n'était qu'un article dans sa stratégie. Mais avant de se lancer en crise, il entend l'isme pleurer, pensant qu'il doit être déçu d'elle parce qu'il est si naïf. Le gars, pour la 1000e fois, dit que ce n'est pas vrai. Il n'est pas en colère contre elle, il est furieux contre le salaud qui a déplacé ses souvenirs. Cela semble calmer Elisabeth, qui se rétablit. Ravi de ses paroles. Rudolf lui dit d'oublier cet idiot et de profiter de l'anniversaire. Et donc, les deux quittent la pièce. Alors qu'ils se dirigeaient vers la fête, ils trouvent des regards surpris. Tout le monde a l'air choqué. Certains invités commentent à quel point Elisabeth est belle, mais la plupart ne comprennent pas pourquoi elle allait avoir un tel tyran comme Rudolf. Puis il se présente. Personne ne connaissait l'engagement. Apparemment, l'empereur a décidé de ne pas encore annoncer. Sa mariée dit qu'il a besoin de saluer les invités. Et il la laisse partir. Il sait que la plupart le détestent. Alors décidé de ne pas perdre de temps. Pendant ce temps, Elisabeth accueille tout le monde à la fête. Certains gars tentent toujours leur chance avec elle, même avec l'engagement, mais elle ne donne même pas le ballon. Elle a déjà du bien. Puis la musique commence et les couples dansent lentement. C'est un moment super romantique. Le gars observe et se rend compte qu'il n'a aucune idée de comment cela fonctionne. Cela ne faisait jamais partie de ses parties, donc la danse est une chose totalement nouvelle. Tout ce que vous savez vient de 300 ans du futur, et rien ne convient au rythme ou à l'ambiance de l'ère actuelle. Si quelqu'un demande à danser, il inventera probablement une excuse. Bien que Lost, une chanson qui sonne étrangement familière joue. C'est à ce moment-là que Mademoiselle Bézabeth s'approche et demande avec désinvolture s'il l'invitera à danser. Il panique et admet qu'il n'a jamais dansé dans sa vie. Elisabeth se rend compte que c'était ce qui le dérangeait, mais honnêtement, il s'en fiche.
Au lieu de cela, elle demande à être son partenaire dans la danse, sa première, soit dit en passant. Et bien qu'il soit clairement pris par surprise. La mariée le rassure de ne pas trop réfléchir. Notez qu'il est tendu, mais dit juste pour suivre son rythme. Et là, nous voyons Élisabeth guider lentement le prince perdu par les traces. Leur moment commence à attirer l'attention et n'est pas surprenant que seule la haine qui grandit déjà contre lui. Sa réputation est nulle. Tout le monde se demande encore pourquoi quelqu'un comme Lady Elizabeth choisirait un tel tyran comme lui. Au milieu de la foule, un couple a l'air particulièrement dégoûtant. Alors qu'ils dansent, ce couple délibérément entre en collision avec eux pour déséquilibrer. Ils prétendent être involontairement, ni aider à se lever et à aller bien. L'accident soudain détruit la confiance du gars, en particulier avec les chuchotements qu'il ne mérite pas Elizabeth. Alors que sa tête coule, Elizabeth reste calme et offre une deuxième chance. Alors qu'il s'enfonce dans les doutes de savoir si quelqu'un comme elle pourrait être avec un gars qui ne sait pas danser, la vérité douloureuse apparaît. Elizabeth est élégante et belle alors qu'il est encore exclu du palais. Les rires des invités continuent. Et même ses parents semblent le juger. Il sait déjà que son père ne l'aime clairement pas. La mère était polie, mais difficile de savoir ce qu'elle pense. Et même il commente le manque de voix dans la danse. Voyant son expression vaincue, Elizabeth commence à s'inquiéter. Le gars se demande si son héritage ne sera que celui d'un empereur cruel de livres d'histoire. Avant de couler davantage, Lisbeth Isabessio appelle la réalité et se souvient que dans la danse, il doit regarder dans les yeux de son partenaire. Les mots semblent l'ancrer et il s'excuse. Depuis qu'elle le regardait tout le temps, il trouve juste de revenir. Et puis il prend les devants et commence à danser avec un vrai rythme. Maintenant, il se synchronise, et même les invités se rendent compte que la danse fonctionne enfin. Même son père, qui était critique toute la nuit. Il admet qu'il est impressionnant pour un débutant de suivre si bien. Habituellement, qui sait danser, mais cette fois, le prince Rodolphe mène le rythme. Et donc, l'opinion publique commence à changer. Même la même femme dont le mari a essayé de les abattre le regarde comme s'il était le gars. À ce stade, il est clair que l'apprécier vraiment. Pour Lisbeth, cela peut être le meilleur anniversaire de sa vie. La scène change et maintenant nous voyons le gars récupérer le souffle assis. La vérité est qu'il n'a jamais dit qu'il était un bon danseur, donc il est fatigué à du sens. Mais même ainsi, il est fier de ne pas avoir humilié la mariée pendant la fête. Liz Babbitt semble également satisfait, disant qu'elle ne réalisait même pas si c'était sa première fois. Mais il lui donne tout le crédit. Remarquant sa fatigue, elle prendra un verre. C'est quand il reflète. Pendant longtemps, il pensait que les danses qui avaient appris 300 ans dans le futur ne seraient jamais utiles. Mais quand on s'appelle et réfléchit, l'instrument et le rythme n'étaient pas si différents, car la boussole et les étapes semblaient familières. Il se rend compte que, peut-être, au cours des siècles, la danse a un peu changé. Et avec ce petit succès, il gagne un peu de confiance. Si vous l'avez fait, changer l'histoire ne semble plus si loin. Autant qu'il parle de lui en tant que tyran, il est déterminé à changer le récit et à créer un avenir où il vit heureux avec Louise Bézabeth. Bien que plongé dans les pensées, la dernière personne qui s'attend à s'attendre apparaît. Nul autre que Marie Douglas Falkrant, père de Lise Bézabeth. L'homme s'approche et s'excuse de ne pas avoir été salué auparavant, mais le prince transforme le jeu et dit que qui devrait s'excuser est lui. Demande si le père de Lise Bézabeth a quelque chose d'important à dire. Pendant ce temps, la scène change à nouveau et Lise Bézabeth est toujours impressionnée par la transformation de Rodolphe en danse. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si sérieux au milieu de la fête. Bien sûr, elle est coincée dans la montée de notre gars, de plus en plus amoureuse. Runch avec la boisson promise, elle rencontre quelque chose de fou. Marquette vient de suggérer un duel entre lui et le prince Rodolphe. C'est vrai, le vieil homme vient de remettre en question un garçon du 14e et un garçon pour un duel. La scène saute vers notre gars face à nul autre que Marco Douglas de la famille Falkrant. Techniquement, c'est un entraînement, mais le vieil homme indique clairement que c'est comme une session d'amélioration. Le père d'Elisabeth lance une épée en bois pour lui, et pour la première fois de sa vie, Rodolphe tient vraiment une épée. Elle est plus lourde que prévu. Tout en digérant cela, Marc se rend compte qu'il est un peu perdu et demande s'il y a quelque chose qui ne va pas, mais Rodolphe dit que ça va. Mais il ne remarque pas que l'épée en bois de Marc est tout dépensée. Ensuite, le vieil homme révèle qu'il a déjà utilisé cette épée dans des milliers de coups d'entraînement. Eh bien, c'est du moins ce qu'il dit. Notre gars comprend simplement qu'il est presque en train de mourir. Elisabeth et sa mère ont l'air nerveuses. Et Rodolphe aussi. Parce que la pression qui vient de Marc est absurde.
Il commence à penser si tout cela est parce que le vieil homme n'approuve pas son engagement avec Élisabeth. Puis son imagination s'éloigne. Convaincu que le père de Gachad est furieux parce que l'empereur a mis en place ses fiançailles. Il pense que toute cette excuse de formation n'est qu'un piège pour le tuer et prétendre que c'était un accident. Jusqu'à ce qu'elle remarque la vieille position du vieil homme, mais avant de paniquer, Élisabeth se tient devant son père et empêche le combat de commencer. Elle essaie de les faire comprendre l'évidence. Marc est le maire de l'Empire Falkrant. Faire face, c'est demander à mourir. Même ainsi, Rudolf ne se retire pas. Il sait qu'il est vicié, mais il sait aussi qu'il ne peut pas s'échapper. Marc lui envoie sa fille, mais elle refuse. Alors que la famille négocie essentiellement son meurtre. Enfin donne une chance à Rudolf. S'il peut frapper un seul coup avec l'épée en bois, il gagne. Marc demande si c'est juste. Et Rudolf dessine déjà ce que le vieil homme signifie. Il pense que le garçon n'a aucune chance de le toucher. Rudolf accepte le défi sans se plaindre et le duel commence. Il se souvient qu'il n'a jamais eu de formation officielle sur les clôtures. La seule expérience vient de l'observation secrètement de la formation des chevaliers des Scorpio Palace et de l'essayer de copier ce qu'il a vu seul. Juste ça. Tout votre talent avec Sword n'est que l'imitation, et pourtant, il pense qu'il suffira de surmonter le meilleur épéiste de la famille Falkrant. Mais cette confiance est détruite à temps. Le vieil homme le laisse tomber sans bouger. Marc donne une autre chance. Et Rudolf essaie à nouveau. Mais rien. En donner un de plus. Mais notre gars est négative à chaque tentative. Après avoir vu la mariée humiliée, Élisabeth supplie pour que son père s'arrête. Et c'est à ce moment de défaite totale que Rudolf comprend la différence entre eux. C'est la distance entre le prince gâté qui a passé la journée à envoyer les serviteurs et le guerrier démoniaque qui accumule les réalisations militaires. Même en connaissant 300 ans de futur, il ne peut pas porter un coup. Il est détruit. Marc lui fait face et demande si c'est tout ce qu'il a. Il dit qu'avec cette force, il ne pourra jamais protéger ce qui compte vraiment. Mais ces mots allument quelque chose chez notre gars. Il reprend l'épée en bois. Élisabeth essaie de s'arrêter, mais son père se silencie la bouche. Il réfléchit sur sa destination. Dans l'histoire originale, il ne s'est jamais passé avec Lisby et est décédé à 25 ans. Mais maintenant, les choses sont différentes. Il a réussi à jouer le rôle du méchant 10. Et l'avenir est incertain. Il peut mourir à tout moment. Et cela signifie que la vie de Lisby est également en danger. Puis il se rend compte que ce n'est pas seulement la force. Marc ne veut pas le tuer. Je veux voir s'il a ce qu'il prend pour protéger sa fille. Sachant cela, il décide de se battre jusqu'au bout. Et là, il revient à l'attaque. Cette fois, le vieil homme essaie de bloquer le coup, mais l'épée en bois de Rudolf traverse la garde pour l'incrédulité du vieil homme. L'empereur de la famille Falkrant ne croit pas ce que le garçon a fait. Et honnêtement, il n'est pas seul, tout le monde dans la pièce est béant. Pendant ce temps, l'histoire coupe à notre gars inconscient, dormant paisiblement au lit comme si rien ne s'était passé. Mais ailleurs, Élisabeth n'est rien détendu. Elle veut savoir si son père avait vraiment besoin d'aller si loin. Le vieil homme explique dans la boîte. Étant donné le statut de Rudolf, il était inévitable de passer par un tel test. Après cette formation, il était clair, Rudolf n'a aucune force physique ou technique. Il n'est même pas médian. Mais Élisabeth n'accepte pas cela. Il dit qu'il ne l'est que parce qu'il a toujours été ignoré. Son père a déjà une longueur d'avance. Il montre l'épée en bois brisée et souligne que ce n'était pas un accident. Rudolf a visé ce point faible plusieurs fois exprès. C'était un risque calculé. Pariant que l'épée allait se briser sous pression. Mais ce qui compte vraiment, c'est que Rudolf a réalisé la mauvaise qualité de l'arme pendant le combat et en a profité. En entendant cela, Élisabeth commence à comprendre le côté de son père. Pour la première fois, le vieil homme sourit. Il dit que Rudolf est dégoûtant, mais au fil du temps, il peut devenir une arme mortelle. Le fait que ce débutant ait réussi à rendre l'épée plus forte excitée pour un duel n'est pas quelque chose qui est vu tous les jours. La scène change et maintenant nous sommes avec Lisbeth assise à côté de notre inconscient MC. Il se réveille toujours la douleur des coups de Marc. Mais au moins, il obtient un oreiller sur les genoux de la mariée, définitivement WRZ. Malgré cela, il est un peu paniqué en pensant si Marc entrera dans la pièce et les verra de cette façon. Vous voudrez probablement le tuer pour de vrai. Mais ensuite, il demande à Élisabeth s'il a réussi à gagner le respect de son père. Flashback. Marc semble vraiment satisfait du résultat. Il pense que Rudolf a le potentiel de devenir un roi capable et loue son intelligence stratégique. Le vieil homme se demande même s'il est traité directement dans le palais. Il avoue qu'il ne s'inquiète pas pour sa fille maintenant, mais avec son fils également, indiquant qu'il a accepté le MC. Élisabeth comprend déjà ce que son père signifie et scelle la chose lui demandant d'être à côté de Rudolf.
Retour au présent. Elisabeth semble plus heureuse que jamais, fière que le gars ait finalement acquis l'approbation de son père. Les deux ont un moment mignon. Elisabeth vous remercie pour tout ce que Rudolf a fait pendant qu'il remercie silencieusement elle et par lui. Pendant ce temps, dans le palais du Scorpion, Maya est furieuse. Elle voulait être à la fête d'Elisabeth et voir le cadeau surprise que le MC avait préparé. Rappelez-vous bien le moment. Rudolf a demandé à préparer une eau marine, une belle pierre qu'Elisabeth allait aimer. De retour dans la chambre de Rudolf, l'ambiance suit douce et calme. Tout en profitant du moment. Le gars s'excuse silencieux à Maya. Vous savez que vous ne pouvez pas encore offrir à Lisp le cadeau, principalement parce que vous aimez maintenant passer du temps avec votre femme. 2 semaines après l'anniversaire chaotique de Lisp, Rudolf offre enfin le cadeau. Pendant qu'elle regarde, commente à quel point c'est beau et merci. Il a donné un anneau d'eau marine. Après avoir vu ses efforts, Elisabeth promet de garder le ring toute une vie. Maya, comme toujours le clown, commence à compléter l'anneau et l'autologie en disant qu'elle ne pouvait être choisie que par une femme de chambre de génie. Un excellent moyen de se montrer, Rudolf ne donne même pas de balle et ne s'excuse pas de ne pas avoir donné son anniversaire, expliquant qu'il n'y avait pas de temps. Lisp s'en fiche et dit qu'il n'a même pas eu à s'excuser. Bien sûr, les deux sont beaucoup plus proches maintenant. Les deux admettent comment nous nous sommes sentis misérables dans la semaine qu'ils ne pouvaient pas se voir parce que Rudolf a été coincé au travail et est maintenant assis ensemble. Rêver et veiller les uns avec les autres comme s'ils avaient passé des années d'intervalle. Pendant ce temps, Mia se rend compte que c'est la 3e roue. Voyant qu'elle est complètement invisible pour les deux amoureux, elle nettoie sa gorge et les ramène à la réalité. Quand ils reviennent, elle pose une question et pose ce que Rudolf prévoit l'avenir. Il dit qu'il a quelque chose à discuter et a besoin de leur aide. Mais d'abord, vous devez confirmer quelque chose. Le gars commence à vérifier si quelqu'un l'écoute. Mia essaie de le calmer en disant qu'elle n'a pas besoin d'être si paranoïaque, mais à l'intérieur, il s'attend à ce que les ennemis écoutent, car ce qu'elle dira, c'est qu'ils sachent. Si Mia a dit que tout était propre, alors c'est probablement vraiment. Il décide d'arrêter de regarder et d'aller directement au point. Il explique qu'il songe à se combiner avec quelqu'un dans la famille royale, ce qui est fou, car tout le monde dans le palais le déteste pratiquement. L'objectif est de faire une alliance avec l'un des 3 frères les plus âgés. Enfin, nous avons le profil des gars. Premièrement, l'aîné, le prince Frédéric, riche et charismatique, est bon du tout. Politique, diplomatie et affaires internes. Il a le soutien de la noblesse centrale et est pratiquement intouchable. Puis le prince Oscar, le second. Bien qu'il soit le fils de la 2e reine, il a un pouvoir sérieux avec l'aristocratie militaire. À l'époque de la guerre, il a plus d'influence que Frédéric. Et dernier. Robin, le 3e, qui est essentiellement pour rien, mais a un lien fort à cause de la mariée, fille de la famille Anderson, l'une des maisons les plus respectées. En raison de l'engagement, Robin a le soutien des forces de la frontière ouest et le contrôle des principaux itinéraires commerciaux. Autrement dit, il n'a aucune compétence, mais sa femme porte l'équipe. Les 3 sont dans le litige du trône et essaient de gagner le soutien de la famille Falkrant, qui a la plus forte armée de l'Empire. Mais de nulle part. Rudolf devient un concurrent majeur parce qu'il a épousé Lizzie. Maintenant, il a l'avantage. Avant, il n'avait pas de véritable pouvoir, mais depuis qu'il a pris la mariée, il est devenu un joueur important dans la course du trône. En raison du soutien qu'il a maintenant, toute la dynamique du pouvoir parmi les princes peut changer en fonction de ce que Rudolf décide de faire. Elisabeth dessine à temps. Elle comprend que si l'un des 3 princes fait une alliance avec Rudolf, ce sera pratiquement un libre parcours vers le trône. Et Rudolf prévoit d'utiliser cet engagement pour renforcer sa position avec une alliance stratégique. Mais ensuite Rudolf laisse échapper une bombe inattendue. Il dit qu'il ne se soucie pas de devenir empereur. Ce qu'il veut vraiment, c'est une protection. Tout son plan est de préciser avec tout le monde dans le palais qu'il n'a pas l'intention de rivaliser pour le trône. C'est pourquoi il chassait les espions avant. Maintenant, tout a du sens. Si vous avez des espions, ils passeront les informations au boss. Et ces gars-là peuvent essayer d'approcher Rudolf pour former une alliance. Mais si Mia a raison et que personne n'écoute, alors il a besoin de quelqu'un pour commencer à diffuser cette idée. C'est là que Mia entre. Il demande s'il peut compter sur elle pour cela, et elle confirme que la diffusion de rumeurs est sa spécialité. Avec cela, le plan est en mouvement. Rudolf réalise rapidement un changement dans l'expression de Lisbeth. Excusez-vous d'avoir impliqué son nom de famille dans les plans, mais la fille n'est même pas bouleversée à ce sujet. Ce qui la dérange vraiment, c'est ce qu'il veut pour l'avenir, car il n'est pas derrière le trône. Il a une longue pause avant qu'il ne réponde. Il dit que son objectif d'origine était simple,
Je voulais juste vivre tranquillement dans un petit territoire à l'intérieur. Mais les choses ont changé. Après avoir été empoisonné, il s'est rendu compte que ce rêve paisible n'était plus réaliste. Maintenant, il veut autre chose. Pouvoir. Pouvoir de se défendre et de protéger qui aime. Amaya commente que ce qu'il veut ne sera pas facile. Mais alors qu'il dit cela, Alice Babbitt le regarde de près. Le regard dans ses yeux est le même qu'il l'a fait quand il a défié son père le jour de son anniversaire. Sans hésitation, elle dit que tout fonctionnera, croit totalement en lui et dit qu'il est capable d'atteindre ce qu'il veut. Écoutez, cela signifie clairement beaucoup pour lui. Il a vraiment eu un vrai partenaire. La scène se termine et nous allons au palais du Zodiaque. Là, Mark, le père de Lisbeth Zabet et la tête de la maison Falkrant, arrive au palais de l'empereur. Il fait une révérence respectueuse et remercie l'empereur. L'empereur semble un peu choqué de recevoir autant de respect de quelqu'un comme ça. Curieux, l'empereur écoute pendant que Mark explique que la question est le prince Rudolf et sa fille. Mark se souvient que les deux n'ont que 14 et l'année prochaine entrera ensemble à l'Académie impériale. Jusque-là, il propose que Rudolf reste aux mentions de Falkrant pour renforcer leur relation. Mano, le gars agit comme le vainement de notre MC. Mais ce qu'il veut vraiment, c'est que Rudolf est traité comme des gens. Pourquoi le traite-t-il comme des ordures dans le palais? De plus, il s'attend à former le garçon afin qu'il puisse protéger sa fille. Mais le plan est détruit rapidement parce que l'empereur refuse simplement. Mark manque de réaction et demande une explication. Mais l'empereur a déjà décidé. Pour lui, Rudolf est toujours un prince de l'Empire baltique. L'empereur jette toujours l'excuse que s'il renvoyait Rudolf, sa mère allait être dévastée. Mais personne ne l'achète. Parce qu'il est clair qu'elle ne fait qu'appeler elle-même. Et Mark le sait, mais il sait aussi qu'il ne peut pas aller à l'encontre de la parole de l'empereur. Ensuite, il offre une affaire. Suggère qu'Elisabeth pourrait être proche de Rudolf. Il demande à la fille d'avoir également accès au palais impérial. Mark déteste l'idée d'envoyer sa fille dans un endroit aussi cruel, mais pense que cela en vaut la peine. Il n'abandonnera pas quelqu'un comme Rudolf, pas quand le garçon aura autant de potentiel et fera bientôt partie de la famille. Il croit qu'Elisabeth est assez forte pour survivre au palais et que l'entraînement Rudolf ne sera pas un problème. Confirme Mark. Il dit qu'il a eu la chance de combattre Rudolf. Cela surprend clairement l'empereur, qui ne croit pas que le fils plus jeune et le plus faible ait eu le courage de faire face aux démons de la guerre de l'Obsidienne. Maintenant, Mark est sûr. Cela a attiré l'attention de l'empereur. Même si la mère de Rudolf était un amant, l'empereur a toujours des sentiments pour son fils. Mark assure à l'empereur qu'il n'a pas à s'inquiéter de la façon dont Rudolf se développe. Bien sûr, un jour, le garçon peut même le surmonter. L'empereur dit qu'il a toujours cru le potentiel de Rudolf depuis le début. Mais Mark réalise un changement dans son expression, qui ne ressemble pas à un fier père. Cela ressemble plus à un homme qui prétend intéresser le succès de son fils. Pourquoi s'il pensait vraiment que Rudolf avait du potentiel cette fois? Pourquoi ne l'avez-vous pas entraîné? Il aurait pu faire de lui un chevalier fort, quelqu'un qui aiderait à protéger la famille royale. Pendant que Mark quitte le palais, il ne peut s'empêcher de se demander. L'empereur avait plusieurs chances d'aider son fils, mais a choisi de ne rien faire. Le gars est tellement merde qu'il n'a jamais prêté attention à Rudolf. Pendant que le père d'Elisabeth s'éloigne, l'empereur le rappelle. Rappelez-vous que puisqu'il laisse Elisabeth rester dans le palais, il lui doit maintenant une faveur. Coupez-le à la scène suivante. Mark est énervé à l'extérieur du palais. Il est absolument en colère que Rudolf est si maltraité. Le fait qu'un garçon soit laissé à souffrir par son propre père est absurde. Il comprend maintenant totalement que toute la douleur que Rudolf a traversée était la faute de l'empereur. Mais cela ne laissera pas partir, car Mark a des plans pour lui. Pendant ce temps, dans le jardin du palais du Scorpion, Rudolf et Elisabeth passent du temps ensemble. Mais Rudolf se rend compte qu'il est en retard et son père peut être inquiet. Elisabeth dit bien que tout va bien, car elle vivra désormais dans le palais du Scorpion. Le gars panique avec ça. Il est fatigué que les gens fassent des plans pour sa vie sans même avertir. Il se tourne vers Maya et demande si elle le savait. La femme de chambre, complètement sans comprendre, essayait de le calmer en disant que la chambre de Lisby a été propre et prête. Mais Rudolf n'est pas en colère à ce sujet. C'est en colère que personne ne lui ait dit. Maya essaie de se calmer, expliquant que ce devait être une surprise. Même Lisba pensait qu'il savait déjà. S'excuse pour la confusion et Rudolf, toujours ennuyé. Laissez-le là. Vous ne pouvez pas vous mettre en colère contre votre bien-aimé. La scène coupe le boss effronté, le Robin,
qui profite de la nourriture. Les gardes arrivent et avertissent qu'il a une réunion prévue avec Sheila demain. Ils demandent quels vêtements il veut porter. Robin n'appelle même pas. Dites-leur de choisir et avertissez que s'ils se demandent à nouveau quelque chose comme ça, ils les tueront. Les gardes sont terrifiés. Robin change le sujet en Rudolph. Demandez s'il y a de nouveaux potins sur le demi-frère. C'est un peu dehors parce que vous avez seulement découvert que Rudolph cherche une mariée. J'ai ri de la situation, je plaisante Rudolph, disant que personne ne voulait épouser un tel perdant. Mais l'un des gardes le saoule, disant que Rudolph est déjà fiancé à la fille de l'empereur de la famille Falkrant. Choqué, Robin demande qui est la famille Falkrant, et le serviteur explique qu'il est Mark Douglas. Robin est énervé. Joue une assiette pleine de nourriture sur la pauvre garde, même si ce n'est pas de sa faute. La nouvelle se déplace trop avec son ego. Ne croyez pas que Rudolph a réussi à attraper quelqu'un d'une famille aussi influente. Vous savez que le soutien de cette noble house tirera parti de la position de Rudolph et ne le laissera pas se produire. Robin jure qu'il écrasera Rudolph et mettra fin à l'engagement. Coûtez ce qu'il en coûte. La journée commence bien pour notre garçon, car à partir de maintenant, il se réveillera avec le visage du lys bien-aimé. Elle a officiellement déménagé au palais depuis hier et sera pendant 1 an. Les deux sortent pour une promenade tranquille, se sont perdus. Les deux n'essaient même pas de cacher l'obsession. Rudolph ne croit pas en sa beauté. Pour lui, Lisbeth est un chef-d'œuvre vivant. Vous ne croyez même pas que vous l'avez attrapée. Lisbeth n'est pas en retard. C'est tout aussi amoureux. Pensez que ce doit être la fille la plus chanceuse du monde pour avoir un gars comme lui. Pour elle, Rudolph ressemble à une statue sculptée par les dieux. Même s'il est la royauté, après tout, il est encore 14 garçons. Alors que lui et Maya se disputent à cause des carottes on fait des frères, le patron et le personnel du palais regardent. Rappelez-vous les jours où cet enfant a envoyé un cuisinier qui a osé mettre des carottes dans sa nourriture? Maintenant, il peut gérer les blagues de Mayan comme si rien n'était. Depuis la tentative d'empoisonnement, il est clair que le garçon a changé. Et puis l'impensable se produit. Un sourire de Lisby change tout. De nulle part, il prend une carotte et mange. Les serviteurs piratés. Les applaudissements explosent dans la salle comme s'il s'agissait d'une fête nationale. Si j'avais une preuve du pouvoir de Lisby, c'était. Tout le monde dans le palais sait maintenant qu'avec elle, le garçon ira bien. Le chef soupire de soulagement, remerciant silencieusement Lisby pour avoir sauvé ses carottes et son travail, car Maya a été à peine emmener tous les employés qui ont des intentions douteuses contre le prince. De retour au couple, Rudolph demande si Lisby veut se promener. Il y a un endroit que vous voulez montrer, mais si elle est fatiguée. D'accord so. Elisabeth, cependant, est loin d'être fatiguée. Elle panique pratiquement par excitation et insiste sur le fait qu'ils vont. Rudolph obtient une puce derrière son oreille si la demande était étrange, mais Lisp fonde pratiquement avec bonheur. Aries de notre Ganet que W. En peu de temps, ils sont déjà hors des murs du palais. Par l'apparence de Lisby, elle reconnaît l'endroit à temps. Il y a 9 ans. C'est là qu'ils se sont rencontrés pour la première fois. Le même jardin, les mêmes arbustes où elle s'est cachée de Robin. Ils jouent comme des enfants, rient comme des enfants. Après un certain temps, ils s'installent au même endroit qu'auparavant. Après avoir plaisir à la nostalgie, Rudolph pense qu'il est temps de revenir en arrière. Il dit que Maya a probablement préparé le thé et que les deux commencent à marcher en arrière. Ensuite, Lisby se rend compte qu'elle a oublié le parapluie. Notre monsieur propose immédiatement de la rechercher.